Bonjour et bienvenue dans Amis, le podcast où on regarde Fried green tomatoes. Howdy. Howdy, y'all. Salut, moi c'est Anaïs et laissez-moi vous raconter l'histoire d'une meuf hyper cool qui s'appelait Anaïs. Elle était super marrante, elle avait vraiment beaucoup de caractère. Vraiment, c'était l'héroïne d'une histoire incroyable. Bon, en fait, c'est moi. Plot twist. Elle avait grandi à Toulouse aussi. C'est ça. Et moi, c'est Marie, et si je devais cuire un homme, je pense que je le ferais aussi au barbecue. Cette semaine, on a un programme très chargé, composé d'homicides, de barbecue et de lesbianisme, puisqu'on explore un des films cultes de mon enfance avec un titre à la fois absurde et mémorable, Beignets de tomates vertes, sorti en 91, réalisé par John Avnet et adapté d'un roman de Fanny Flagg. Le roman qui avait un titre très très long, puisque c'était Fried Green Tomatoes at the Westeros Stop Café. Fanny Flagg, on dirait un peu un personnage de Harry Potter. Si vous voulez en apprendre plus sur mon rapport au film, sur les prédictions d'Anaïs, il suffit de vous tourner vers l'épisode à l'affiche qui a été diffusé il y a quelques jours sur cette même plateforme où vous êtes, je ne sais pas laquelle. C'est ça, dans votre flux. Exactement. Repérez-vous. Dans votre flux. Je dois dire que tu as fait un résumé parfait du film en le regardant. On va l'entendre. En fait, c'est un peu la version lesbienne de The Notebook. Mais c'est totalement ça. Hein. Et c'est vrai que en fait, quand t'as dit ça, tu l'as dit plusieurs fois pendant le. Tu l'as dit au début du film et tu l'as dit à la fin du film. Donc j'étais assez contente. Je me suis dit que ça a délivré. Et ça m'a laissé espérer avoir enfin brisé le sort de cette saison maudite, puisque cette saison, tous les films que je t'ai fait découvrir, les films que j'aimais, pas Braveheart, tu ne les as pas aimés. Ça a été très douloureux et j'ai pensé que vraiment celui-là, c'est celui avec lequel j'avais le plus de chance. T'en as pensé quoi ? Ouais, c'est très bien. Enfin. Félicitations. Ça me paraît évident rétrospectivement que c'est un film que j'allais aimer. Oui. Après, c'est vrai que tu imaginais aussi que j'allais aimer 4 mariages et un enterrement et ce ne fut pas le cas. Oui, mais celui-là, il a plus tous les ingrédients pour te séduire quand même. Ouais, c'est ça. Comme quoi, par exemple ? Des hommes qui meurent, des femmes qui n'ont pas besoin d'hommes et qui sont en couple, même si c'est pas dit comme ça. Le sud des États-Unis. Des accents du sud. Exactement. Des petits chapeaux. De la nourriture du sud aussi. Katie Bates. Ouais. Mary-Louise Parker. Tout à fait. Voilà. Déjà, c'est pas mal. C'est vrai. Il manquait Bill Pullman. Oui, c'est ça. Là, on est à 4 étoiles. Bill Pullman, on était à 5 étoiles. C'est ça. Et tu sais que je suis allée, parce que je savais pas. En fait, tu étais assez cryptique, même si pendant le visionnage, en vrai, tu as réagi de façon positive à plein de reprises. Donc, je me suis doutée que ça te plaisait. Mais parfois, il y a des moments où je suis très surprise parce que pendant le visionnage, tu as des réactions positives. Et après, quand on en parle, en fait, je me rends compte que tu as trouvé le film très médiocre. Ou qui ne t'a pas parlé, ou des choses comme ça. Sur 4 mariages et un enterrement. Oui, par exemple, t'as rigolé sur 4 mariages et un enterrement. J'ai des preuves, audio à plusieurs reprises. Et après, visiblement, il ne t'a pas laissé une trace aussi positive que ça. Je suis très mystérieuse et difficile à décrypter. Exactement, on me le dit souvent. C'est vrai. Du coup, là, j'avoue qu'en sortant du film, j'étais pas sûre. Et maintenant, j'ai ma technique. C'est que je vais sur Letterboxd. En fait, j'avais pas compris, mais tu les notes tout de suite après. Donc, hier soir, j'y suis allée. J'ai vu que t'avais mis 4 étoiles sur 5. Et je me suis dit, damn. Pour moi, alors, souvent, mes notes, j'essaye de les mettre le plus rapidement possible après avoir vu des films, même si c'est pas toujours le cas. J'aime bien faire ça parce que je trouve que c'est un ressenti à chaud. Et donc, parfois, je revois une note que j'avais mise 2 ans plus tôt et je me dis, mais t'avais complètement fumé. Enfin, pourquoi t'avais autant aimé ou détesté? Tu les corriges parce que moi, je les corrige souvent. Parfois, mais en même temps, j'aime bien justement ce souvenir de voilà comment je me sentais en sortant d'un film. Et je le fais souvent en festival parce que comme j'en vois 5 par jour, c'est la meilleure manière d'analyser vraiment mes réactions à chaud. Pour moi, sachez-le, quand je mets 4 étoiles, c'est parce que c'est un film que je prendrai vraiment plaisir à revoir. Je vais souvent mettre 3,5 pour un film que j'ai trouvé bien, mais que je reverrai peut-être pas. Et vraiment, 4 étoiles, c'est non seulement c'était bien, mais en plus, ce sera un 2e, 3e visionnage avec plaisir. Et pour moi, il franchit la barre sans souci. Alors que je crois que 4 mariages et un enterrement, par exemple, j'ai pas mis une note absolument atroce, mais c'est pas un film que j'avais envie de revoir, tu vois. Non, oui. J'ai pas regardé, je ne peux pas m'imposer ça. En fait, c'est entre la note du cerveau et la note du cœur. Et pour moi, souvent, 4 étoiles, c'est une note du cœur. C'est-à-dire que j'ai vraiment passé un super moment. Et ça peut avoir des défauts ou pas m'avoir séduit sur tous les plans. Mais je me suis dit, c'était un super film. Et là, en l'occurrence, un super film du dimanche aussi. Enfin, un truc que tu prends plaisir à revoir. Oui, le dimanche après-midi. Ou un truc qui est très réconfortant, en fait. Et dès les premières notes de musique, il y a un côté tellement 90s, tellement enveloppant que oui, j'ai adoré. Et ça t'a inspiré. J'aimerais trop me faire une amie à l'EHPAD. Et oui, plot twist, après avoir vu ce film, je suis allée sur jeveuxaider.gouv.
Et je me suis inscrite pour faire du bénévolat auprès de personnes âgées parce que je me suis dit que pourquoi pas, il fallait que je le fasse en fait. C'est un truc auquel j'avais pensé assez régulièrement et le bénévolat de manière générale, c'est quelque chose qui m'intéressait. Et là, vraiment, je sais pas, ça a été un déclencheur pour moi de voir ce film. Je sais que tous les EHPAD ne sont peut-être pas aussi charmants que non, voilà, la maison de retraite de ce film. Mais en tout cas, voilà, je me suis dit que j'avais envie de tenter. Trop bien. Et on pourra parler de beignets de tomates vertes avec parce que j'ai vu qu'il y avait des missions où en fait tu peux venir dans un EHPAD et présenter une œuvre qui te tient à cœur à un résident ou plusieurs, un petit groupe, et peut-être que je peux y aller et parler de beignets de tomates vertes. Tu vas leur c'est pour ça que je suis ici. Tu vas leur montrer le film et te dire voilà, je cherche une vieille comme ça. C'est ça. Qui s'éteint les cheveux en violet parmi vous? Qui était lesbienne dans une autre vie, qui peut me raconter une histoire super où il y a un meurtre. Il me faut un meurtre. C'est clair. Il faut que tu résumes ce film en 30 secondes. Tout à fait. C'est un récit sur le pouvoir émancipateur du lesbianisme, du cannibalisme et de la violence au volant. Ah oui, c'est vrai. Et sinon, c'est une histoire de plusieurs femmes qui vont s'émanciper grâce à tous ces outils assez révolutionnaires. Une qui a un mari qui pourrait être un panneau publicitaire pour le lesbianisme, globalement, et pour la misandrie, et 2 femmes qui vivent une très belle histoire d'amitié qui consiste à se dévorer du regard, vivre ensemble pendant des années et élever un enfant ensemble comme le font toutes les meilleures amies. C'est ça. Je crois que beaucoup de gens se demandent parfois si on fait ça nous aussi. C'est clair. Et non, bizarrement. On n'élève pas d'enfants ensemble pour le moment, on ne vit pas ensemble et on ne joue pas avec de la nourriture en gloussant et en se caressant avec les mains pleines de farine. Est-ce que tu as des questions sur ce film? Est-ce que tu as déjà goûté des beignets de tomates vertes? Ouais. Moi, non. Trop bon. Et c'est vrai que pourtant, j'ai un bon bingo des nourritures frites dans mon panthéon personnel, mais ça, j'ai pas encore testé. J'avoue que j'ai goûté les beignets de tomates vertes parce que j'avais une curiosité à cause de ce film. Mais oui. C'est une spécialité de quel État en particulier? Là, ça se passe en Alabama, mais Mississippi. Je pense que si tu vas dans le Tennessee aussi, c'est le genre Géorgie et tout ça. Mais en vrai, c'est pas une spécialité majeure non plus. C'est une spécialité, mais le film en a fait un peu une plus grosse spécialité que c'en était. Pourquoi ce film s'appelle Beignets de tomates vertes et pas barbecue sauce miso? Oh, excellent. Perso, j'aurais trouvé ça un petit peu mieux. Ouais. Est-ce que il faudrait pas dire aux gens de ce quartier d'arrêter d'aller jouer sur les rails de ce train? Oui, parce que tout le monde se fait amputer ou tuer par un train dans ce film. On pourrait penser, dans cette famille en particulier, qu'ils auraient appris de leurs erreurs, mais non. Ouais. Est-ce que Evelyne peut me passer les coordonnées de son styliste? Parce que pour moi, c'est vraiment une icône de mode. J'adore toutes ses fringues. Katy Bates? Ouais. Ok. Je suis trop fan. Franchement, tous ces pulls avec des petites fleurs, des pois rouges et blancs, enfin, c'est très rétro, mais c'est tellement coloré et féminin et très étudié, je trouve. Et clairement, c'est pas forcément le message que le film veut faire passer, puisque c'est plutôt une femme qui est un peu désespérée et ringarde dans la première partie du film. Mais moi, j'adore tous ces looks. Ouais, c'est une femme un peu désespérée et ringarde, mais tu sens quand même qu'elle est coquette. Donc, c'est pas non plus délirant que son look soit bien harmonieux, quoi. En fait, j'aime beaucoup la manière dont elle est très coordonnée. Et quand elle a une petite casquette rouge avec aussi des boucles d'oreilles rouges et un petit polo blanc avec des pois rouges, je sais pas, je trouve ça esthétiquement très plaisant. Et en plus, elle est dans une voiture rouge. J'adore. Malgré son titre, Beignets de tomates vertes, n'est pas un programme culinaire, mais bien un film sur le destin de 4 femmes, le destin croisé de 4 femmes, ou peut-être ne sont-elles que 3. Un gros peut-être. Ouais, exactement, le mystère reste entier. Tu l'avais compris en voyant l'affiche, puisqu'il y a 4 femmes sur cette affiche, mais elle t'avait quand même un peu induite en erreur. Mais du coup, c'est une histoire dans l'histoire? Waouh! C'est 2 histoires. Mais elles sont ensemble sur l'affiche. Les 4? Ouais. Peut-être qu'il y a eu du Petite Mary-Louise Parker va pas être amie avec Katy Bates? Je suis deg. Tu vas t'en remettre. L'affiche m'a menti. Erreur 404. C'est ça, exactement. On m'a promis un programme qui n'est pas respecté. Oui, parce qu'elles se touchent et se côtoient sur l'affiche, alors qu'en fait, elles ne se côtoient jamais dans le film. C'est fou. Et je trouve ça tragique. Mais Une histoire dans l'histoire, c'est vraiment un des procédés favoris d'Hollywood. On l'a aussi vu dans The Notebook ou Princess Bride. Dans les années 90 en plus aussi, particulièrement, quoi. Et honnêtement, je trouve ça toujours hyper cheap et c'est très risqué. C'est un peu comme Le Patient anglais, c'est-à-dire que tu prends toujours le risque d'avoir une histoire qui est bien plus intéressante que l'autre. Ouais.
Et c'est un des rares films, je dois dire, pour lesquels ce n'est pas le cas. Parce que je dirais que même pour The Notebook, franchement, toute la partie contemporaine me saoule. Princess Bride, bon, c'est plus, ça va très vite, mais c'est pareil, l'histoire dans l'histoire m'intéresse beaucoup plus. Mais là, on est sur un bon combo. Parce que donc, on est sur 2 chronologies. Donc, on a un duo de femmes qui est à l'époque contemporaine, donc c'est fin des années 80, début des années 90, qui se retrouvent à l'EHPAD. Le livre est sorti en 87. Et l'une des 2 femmes raconte ses souvenirs au sujet de 2 autres femmes qui, elles, vivaient dans les années 30. Et par contre, ce qu'il y a en commun, c'est que les 2 se déroulent en Alabama, dans le sud des États-Unis. Il y a un sens de lieu assez fort. Est-ce que ça t'a plu, ça, dans le film ? Oui, ça m'a beaucoup plu. J'en parle souvent. J'ai une grosse affection pour le sud des États-Unis, même si moi, c'est plutôt au Texas que j'ai passé beaucoup de temps. Et j'ai plus circulé autour du Texas, en Louisiane, par exemple. Donc l'Alabama, je connais pas du tout. J'adore les accents, j'adore la culture culinaire et les paysages sont très beaux dans le film. Enfin, il y a quelque chose d'immédiatement réconfortant. Après, c'est aussi quelque chose qui a été créé par la pop culture, c'est-à-dire que le sud idéalisé, parfois même de manière raciste, en fait, c'est quelque chose qui appartient totalement à l'histoire de la culture américaine. Mais ces sols pleureurs et ces paysages un petit peu marrons avec beaucoup de grands espaces, des vieilles maisons coloniales, c'est quelque chose qui suscite toujours un imaginaire très fort dans la culture et qui me plaît beaucoup. On va commencer par la chronologie la plus récente, puisque c'est là où l'histoire est narrée. Donc on a 2 personnages centraux. On a d'abord Evelyn Couch, qui est donc ton icône de mode, qui est jouée par Kathy Bates. Comment tu la décrirais ? Oui, Evelyn Couch, donc Evelyn Canapé, qui en fait est un paillasson, c'est-à-dire qu'elle se fait marcher dessus, notamment par son mari et aussi par la tante de son mari. Mais c'est une femme très affable et assez gaie de nature, qui est avec un homme qui l'ignore totalement, qui la prend pour acquise, qui est très absent en fait émotionnellement. Et elle est aux petits soins avec lui et elle essaye de raviver la flamme dans leur mariage, mais il y a que elle qui fait des efforts et ça a l'air de beaucoup la frustrer. Et lui est très négligent avec elle et on le déteste. On sent, même au début, c'est marrant parce que la première scène, t'as pensé qu'elle était un peu dingo, parce qu'on sent qu'elle a un côté presque absent de sa propre vie, parce qu'elle a une telle insatisfaction et elle n'a pas vraiment de prise sur sa vie de couple et elle est face à un mec qui l'ignore complètement, qu'elle est un petit peu dans ses propres pensées, quoi. Et ça m'a fait rire ta réaction au début. Elle est un peu toc-toc ? Trop bien. C'est une rêveuse et c'est quelqu'un de très gentil. C'est ça qui déclenche beaucoup d'éléments dans l'histoire. Et aussi le fait qu'elle soit très intéressée par l'histoire que va lui raconter la vieille à l'EHPAD vient aussi de là. Elle a besoin de rêver, elle a besoin de s'évader de sa vie un petit peu morne et notamment sa vie de couple et de fantasmer. Et on sent que ça apporte un grand sens à sa vie, de développer cette amitié avec cette femme plus âgée, mais aussi surtout d'entendre cette histoire sur 2 autres femmes qui en plus vont l'inspirer dans la manière dont elles ont vécu leur vie. Et c'est un personnage qui est hyper attachant. Et c'est vrai que moi, j'ai toujours connu Kathy Bates, notamment, je l'ai découverte, je pense, avec Titanic. On en a parlé récemment, vous vous en souvenez peut-être. Et dans beaucoup des autres rôles où je l'ai vue, elle joue des femmes assez caractérielles, qui prennent beaucoup de place, qui sont très sûres d'elles. Qui sont même parfois menaçantes, Misery. Qui sont des méchantes ou des femmes déchaînées. Et donc là, c'est assez touchant de la voir dans un rôle beaucoup plus sympathique et le rôle d'une femme qui est effacée et qui va apprendre justement à sortir de sa coquille. Et elle est géniale comme d'habitude, mais j'ai beaucoup aimé Kathy Bates dans ce rôle. Il y a un aspect aussi d'Evelyn qui est assez intéressant et qui est un truc qui est pas trop abordé au cinéma d'habitude, c'est qu'elle est en pleine ménopause en fait et elle en parle justement à Nini, l'autre personnage féminin qu'elle va rencontrer en EHPAD, et elle reçoit des conseils en lui disant de prendre des hormones et tout ça pour rééquilibrer un peu son humeur. Mais du coup, c'est aussi sur cette période de la vie d'une femme et dans le livre, c'est assez creusé plus que dans le film, mais c'est quand même assez remarquable que le film aborde ça, quoi. Ouais, ce qui est un peu regrettable dans la manière dont c'est abordé dans le film, c'est que c'est utilisé aussi pour expliquer les états d'âme d'Evelyn, alors qu'elle n'a pas besoin de ça pour être déprimée par la vie conjugale qu'elle mène. Clairement. Et du coup, ça sous-entend que si elle est aussi émotive et insatisfaite, c'est en partie à cause de la ménopause et pas parce qu'elle a un mari atroce. Et en plus, il y a une résolution au final relativement positive avec son mari et ça m'a saoulée. Moi, je voulais qu'elle soit un peu plus misandre avec lui.
Tu l'as dit, son mari est une grosse merde. Oui. Et d'ailleurs, je t'avais dit que le film était assez misandre. C'est plus un film qui est à la gloire des femmes et de l'amitié féminine et de l'amour féminin qu'un film misandre, mais il y a quand même des aspects misandres dans le film, enfin, délicieusement misandres. Pas suffisamment à mon goût, mais... En tout cas, t'étais dans le bon mood. Et surtout face à ce mari, là, tout au long du film, t'avais du mal à le supporter. Oui, bah c'est vraiment une petite crotte fumante, quoi. Et lui, quand est-ce qu'il se fait écraser par un train ? Lève-toi et dis-lui, je te quitte. Ouh là 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 là. Ça m'énerve. Je vais sortir de chez toi, je vais faire des croche-pattes à tous les hommes que je croise. Est-ce que tu as fait ça ? Non, tu vois, j'ai décidé de devenir bénévole en EHPAD, donc clairement ce film a eu un effet assez positif au final. En parlant d'EHPAD, justement, donc Evelyne va avec son mari rendre visite à sa tante, à la tante du mari en EHPAD. Dans le livre, je crois que c'est sa mère, en fait, à lui. Sa tante qui est complètement infecte avec elle et qui refuse de lui parler. Et donc, elle se retrouve à attendre dans la salle commune. Et c'est là qu'elle fait la rencontre de Nini, qui peut-être s'est appelée Iji à un autre moment, mais là s'appelle Nini. Nini Threadgood, qui est une retraitée, jouée par Jessica Tandy, qu'elle nourrit copieusement en échange d'histoires. C'est-à-dire que la retraitée va commencer à lui parler. Au début, elle est un peu réticente, Katie Bates. On sent qu'elle n'est pas forcément dedans. Elle est un peu là, qu'est-ce qu'elle va me raconter ? Mais forcément, tout de suite, la vieille lui parle d'une histoire de meurtre, donc elle est contente. Et après, elle revient semaine après semaine pour écouter son histoire, quoi. Oui, un peu comme si elle avait son propre feuilleton. Exactement. Jessica Tandy, qui est une icône du cinéma, qui a joué notamment dans Driving Miss Daisy et chez Hitchcock, notamment elle jouait la mère dans Les Oiseaux. Donc moi, ça a toujours été une figure très impressionnante pour moi, parce que Les Oiseaux, c'est un des films que j'ai vu très jeune. Et donc là, c'est très marrant de la voir dans ce rôle qui est très différent. Elle est bien kiki coucou. Elle est bien perchos. De manière assez divertissante, elle a des chaussettes bariolées et des Converse, donc c'est assez marrant parce qu'on n'imagine pas forcément des retraités dans ce genre d'accoutrement, un peu punk. Elle se teint les cheveux en violet à un moment, donc on sent qu'elle est un peu impulsive, elle est malicieuse. Elle aussi prend beaucoup de plaisir à raconter cette histoire croustillante à sa nouvelle amie. Donc c'est un personnage qui est très divertissant, qui est un peu extra aussi, c'est-à-dire que elle, pour le coup, elle prend beaucoup de place et elle va inspirer Katie Bates à en prendre un peu plus, mais parfois elle a un côté un petit peu envahissant, je trouve. Et quand on sait que en fait elle raconte sa propre histoire, ça me fait beaucoup rire. Ouais, voilà, c'est genre, je vais te raconter une super histoire sur cette meuf qui était vraiment incroyable, c'est comme Alexa très aventurière avec Culte. Ouais, c'est ça. Et donc pendant tout le film, en fait, elle est en train de raconter l'histoire d'une héroïne qui est elle-même, ce qui est assez amusant. Elle a un bon look, la vieille. Elle va la tuer, la vieille. Lui donner des sneakers et des donuts tous les 3 jours. Elle est vraiment extra, elle. Dès leur rencontre entre Nini et Evelyne, tu avais plein de théories sur les suites de l'histoire. Elle va devenir veuve et ensuite elle va relancer le café avec des femmes. Elles vont devenir des entrepreneuses et elles vont faire revivre la communauté. Et les hommes, ils n'auront pas le droit de manger leur tarte. Et du coup, Iji, la vieille, elle va lui donner son secret pour tuer son mari. Elle va lui dire, moi, tu sais, je tue des maris tout le temps, j'ai l'habitude, je te donne ma recette. Franchement, ça aurait été bien. Hein. Ouais, je trouve que mes versions sont mieux. Malheureusement pour toi, ça n'a pas été le cas et tu as été très très déçue. On va pas le tuer du coup. Vraiment. Ça aurait été tellement plus drôle. C'est vrai que ça aurait été plus drôle, mais bon, ça aurait pas été le même film. C'est ça, c'est pas le même style de film. On est quand même dans un film où il y en a un qui se fait tuer puis cuisiner au barbecue, mais bon. Oui, mais c'est pas la même époque. Les temps ont changé. C'est vrai. C'est sans doute ça. Faut pas porter un œil de notre époque sur cette époque. Mais du coup, bon, l'intrigue dans les temps modernes, en tout cas l'intrigue contemporaine à la sortie du film, c'est pas une histoire de meurtre, donc... Tristement. C'est l'histoire, en revanche, de l'émancipation d'Evelyne, qui est une histoire assez grisante, moi je trouve, que ça fonctionne plutôt bien. Ouais. Au contact de Nini, donc, elle va gagner en personnalité, en force de caractère. En brushing aussi. En brushing. Ça, j'ai observé quand même, parce qu'on parle souvent des femmes folles, décoiffées, etc. Une fois qu'elle est heureuse à la fin, elle s'est lissée les cheveux. Et ça, je trouve que c'est pas super sympa pour les meufs qui ont les cheveux bouclés. Et il y a une scène culte dont tu avais entendu parler, puisque tu en as parlé dans l'introduction. Ça se passe sur un parking. Moi, c'est une scène qui est cultissime dans ma famille, auprès de ma mère et ma grand-mère.
À chaque fois que ce film est mentionné, c'est la scène du parking et tout ça, parce que c'est vrai que c'est marrant et elles connaissent la réplique par cœur. Et je pense que c'est une scène qui est quand même assez culte en général et pas juste auprès des générations de femmes qui m'ont précédée. Oui, bah moi clairement c'est la seule que je connaissais au final. Oui. On va entendre ta réaction et après tu vas pouvoir nous expliquer ce qui se passe. Yes, ma'am! Wow! Face it, girls. I'm older and I have more insurance. Et bim! Ça, c'est culte. En gros, Evelyn se rend au supermarché une fois dans le film et il y a un homme qui lui manque de respect et elle essaye de lui faire remarquer relativement gentiment qu'il aurait pu mieux se comporter. Il l'envoie bouler de manière encore plus désagréable et c'est un peu un moment où Evelyn craque parce qu'elle comprend pas pourquoi elle, si gentille, est tout le temps une victime en fait. Et plus tard dans le film, elle revient au supermarché et là elle se fait piquer sa place de parking par deux jeunes femmes. Et encore une fois, elle essaye de dire assez gentiment que c'est pas très cool. Les deux jeunes femmes l'insultent en lui disant que c'est une vieille bique et que elles sont plus rapides qu'elle. Et plus jeune. Voilà. Et à ce moment-là, inspirée par le récit qu'elle a entendu à l'EHPAD, elle décide de juste défoncer la caisse qui avait piqué sa place. C'est un moment très jouissif pour elle puisqu'elle pète complètement les plombs en fait et elle abîme beaucoup sa voiture et aussi celle de ces deux jeunes femmes. Et quand elles reviennent tout alarmées en disant « Mais qu'est-ce que vous faites ? Vous êtes complètement folle », elle leur dit « Moi, je suis plus vieille, mais j'ai une meilleure assurance. » Et c'est assez jouissif déjà de récupérer justement son âge comme une force et pas une faiblesse, ce qu'on lui renvoie tout le temps dans la tronche pendant le film. Et aussi de la voir balayer toutes les conventions et toute la gentillesse et le respect qu'elle essaye de mettre en avant d'habitude, parce que quand on se fait marcher dessus, au bout d'un moment, il faut aussi réagir. Lié à l'histoire de l'émancipation d'Evelyn, il y a aussi l'histoire de son régime. Ça, c'est so 90s aussi, hein. Oui, ça, pour le coup, c'est beaucoup moins fun et inspirant. Elle a un rapport complexe avec la nourriture. Bon, on nous fait comprendre elle se trouve trop grosse ou qu'elle est considérée comme trop grosse par le film, la société, tout ce qu'on veut. On la voit souvent grignoter. Ce qui n'est pas un problème en soi, parce qu'on sait aussi que la prise de poids excessive peut souvent être causée par des troubles psychiques, par un mal-être, et que le fait de beaucoup manger à outrance pour combler un gouffre affectif, ça existe, c'est très fréquent, ça s'appelle de l'hyperphagie, et donc ça me dérange pas du tout de voir ça dans le film. Par contre, à partir du moment où elle décide d'aller mieux, ce qu'elle fait, c'est qu'elle décide de faire un régime et on la voit notamment avoir, je crois, un panneau Mary Kay sur sa voiture où elle fait même la promotion de régime, comme Weight Watchers, qui était un truc qu'on voyait notamment Cynthia Nixon, Miranda faire dans Sex and the City. Et pour le coup, Sex and the City subvertissait un petit peu ça. Là, en fait, on a vraiment l'impression que faire un régime, c'est la voie vers la guérison pour elle. Et ça, pour le coup, ça me dérange beaucoup plus parce qu'on sait très bien que la perte de poids via un régime et donc via la privation excessive, ça marche pas, globalement. Et que là, c'est vraiment, oui, sans doute le truc le plus 90s du film, c'est l'empouvoirment de la femme grâce au régime et au fait de contrôler son alimentation et de jamais manger de gras. Je trouve ça un peu ringard et limite et décevant. Oui, surtout dans un film qui s'appelle Beignets de tomates vertes, quoi. T'as un peu envie de dire... Ouais, c'est ça, et ça va pas lui faire du mal, en fait, de manger des beignets, et il y a vraiment ce truc de... elle va tout le temps à la salle de sport, et certes, c'est très bien pour elle, mais c'est vrai qu'on n'a pas forcément besoin que son émancipation passe par là, et par un régime. Bon, elle est sympa, Evelyn, mais le cœur du film, c'est l'histoire que raconte Nini. D'ailleurs, dès qu'elle a commencé son récit, tu étais hypée. Itchy and her friend Ruth ran the Whistle Stop Cafe. Oh. Itchy was a character, all right. But how anybody could have thought she murdered that man is beyond me. Trop bien. Ce qu'elle dit là, c'est pour lancer son histoire, elle parle d'une femme donc qui s'appelle Itchy et elle dit je comprends pas comment quiconque ait pu penser qu'elle a vraiment tué cet homme. Et donc là, tu étais très enthousiaste. Bah oui, parce que je sais pas, moi, on m'avait promis, en tout cas dans ma tête, qu'il y aurait des meurtres d'hommes, donc il y en a au moins un. Voilà, donc j'étais ravie qu'on arrive à cette partie de l'intrigue. Mais plus qu'une histoire de meurtre, c'est vraiment une histoire de femmes. De deux femmes dans les années 30. De deux très bonnes amies. Exactement, très très bonnes amies, des colocataires.
La première, c'est Idji, qui est jouée par Mary Stuart Masterson. Tu la décrirais comment ? On la voit à plusieurs âges et c'est une jeune fille qui aime porter les cheveux courts, porter des pantalons, grimper aux arbres, être tout le temps un peu sale et gambader partout et jouer au poker avec les hommes et porter des cravates. Et regarder très amoureusement sa meilleure amie. Et donc, c'est une jeune fille assez butch, en fait. Même si elle n'est pas si butch que ça, mais pour les années 30, on va dire qu'elle l'est quand même pas mal. Moi, mon plus gros problème, c'est que honnêtement, je suis pas fan de l'actrice. Je trouve que surtout tout le reste du casting est très bien. Et elle, je la trouve pas super expressive et je trouve ça un peu dommage. C'est pour moi le plus gros défaut du film. Ah ouais ? Ouais, je suis pas très fan d'elle. Tu l'aimes bien, toi ? Moi, je l'aime bien, oui. Enfin, je l'aime bien, mais en même temps, je peux voir ce que tu veux dire. C'est juste que vraiment, ça m'a jamais traversé l'esprit, en fait. En fait, l'histoire entre les deux est tellement cruciale dans le film et Mary-Louise Parker est tellement incroyable que à côté, elle, je trouve qu'elle pêche vraiment et qu'elle est moins expressive, qu'elle est moins touchante. Et que donc les grands moments d'émotion, ou en tout cas ceux que je pense que tu attendais dans le film comme des grands moments d'émotion, c'est pas ceux qui m'ont le plus ému parce que c'est des moments où elle n'arrive pas à m'émouvoir particulièrement. Oui, non, je vois ce que tu veux dire. C'est marrant parce que je m'attendais même pas à des grands moments d'émotion de ta part parce que pour moi, c'est pas un film qui me fait pleurer, par exemple. Après, moi, j'ai eu les larmes 2 fois. Oui, moi aussi. Enfin, les larmes aux yeux, mais c'est pas un film qui me fait sangloter, tu vois ce que je veux dire. Mais c'est plus un film que j'aime pour son côté un peu, justement, des héroïnes fortes. Et puis, je le trouve marrant. C'est très réconfortant, en fait. C'est ce que tu disais. Pareil. Mais oui, t'as raison que, par exemple, la scène de la mort du personnage de Mary-Louise Parker, elle pourrait être beaucoup, beaucoup plus émouvante avec une autre actrice, probablement. Alors que moi, cette scène-là m'a beaucoup émue quand c'est son fils qui la prend dans les bras. Ça m'a bouleversée parce que c'est un enfant qui doit dire au revoir à sa mère. Alors que juste après, le coup de grâce est censé être le moment où c'est Idji qui la perd aussi. Et ça, pour le coup, je m'en fichais un peu. Alors que c'est l'histoire d'amour, bon, quand même, désolé, spoiler, mais l'histoire d'amour centrale de ce film. Et malheureusement, cette scène-là est pas aussi émouvante qu'elle aurait pu l'être. Bon, son look a été grandement discuté pendant le visionnage de ce film. Quand elle est toute petite, elle a une coupe au carré que moi je connais bien, on va le dire comme ça. Qui a été faite dans le noir avec un couteau au beurre. C'est ça. Et après, plus tard, elle a aussi un amour des couches culottes un peu bouffantes qui est assez particulier. Wow. On dirait toi quand t'étais petite, la coupe de cheveux. Le look est particulier. Hein. Ouais, on peut le dire. Ouais. Entre le veston, la couche culotte et la perruque paillasson. Ouais, ils ont vraiment chargé la mule sur le côté. Elle est masculine et elle correspond pas au code féminin de l'époque et notamment sur sa coiffure. Enfin, ils y vont un peu fort au début. Après, voilà, ils lui ont mis un peu d'après-shampoing, mais franchement, au début, c'est chaud, quoi. Après, quand elle est petite, moi, pour avoir eu cette coupe de cheveux pendant des années, parce que ma mère trouvait ça très très mignon. Écoute, il fut un temps où c'était une coupe de cheveux assez commune pour les petites filles, c'est-à-dire c'est un carré court avec une frange. Ouais, mais un carré raté, quoi. Moi, ils n'étaient pas ratés en général. Le problème, c'est que j'ai les cheveux très épais et donc on aurait dit Mafalda, quoi. Enfin, j'avais une touffe. Oui, c'est ça. On dirait une coupe de cheveux de BD. Genre pas d'être humain, quoi. C'est ça. Oui, on dirait un casque, en fait. On dirait un truc de Lego que tu as posé sur la tête de la personne. Ouais, c'est ça. Ou vraiment quelqu'un qui est rescapé d'une explosion. Mais ce qui est marrant, c'est qu'à ce stade-là du film, pourtant, je pense que ce que j'avais lu sur le film auparavant, c'était qu'il y avait une histoire lesbienne dedans. Mais ça m'était pas revenu à ce moment-là. Et donc, j'observais son look avec surtout beaucoup de curiosité sans l'imaginer comme un look queer. J'imaginais juste comme un look très bizarre. La deuxième femme, du coup, de ce duo de choc. C'est la femme parfaite. Exactement. Voilà. C'est la femme idéale. C'est la femme pour laquelle je renierais sans problème les hommes. Dans le film, elle s'appelle Ruth Jamison. Ruth. Oui, d'accord, si tu veux. Mais c'est Ruth. Elle est jouée par Mary-Louise Parker, donc la femme parfaite. Une femme extraordinaire. Moi, j'adore Mary-Louise Parker. Dans tous les rôles dans lesquels je l'ai vue, j'ai pas regardé Weeds, bizarrement. Je me suis quand même pas imposé ça. Mais ouais, c'était pas mal dans mon souvenir. Ouais, j'avais vu quelques saisons. En fait, j'avais regardé les 2 premiers épisodes et j'avais bien aimé, mais c'était pas trop mon style de série. Mais j'adore cette actrice. Je l'adore dans Angels in America. Je l'adore dans The West Wing. Je l'adore dans tous les rôles dans lesquels je l'ai vue. Je la trouve magnifique et aussi très talentueuse. Et c'est un peu pour ça qu'elle a été castée dans ce film aussi. C'est-à-dire qu'au premier regard, tu tombes amoureux d'elle aussi. Le frère de Idji était amoureux d'elle, complètement fou amoureux d'elle dans le film, on nous le dit. Et Idji tombe amoureuse d'elle aussi tout de suite. Et on comprend pourquoi. Elle est hyper charismatique. Ouais, elle est parfaite, quoi. Oh là là. Comment ne pas tomber amoureuse de Mary-Louise Parker. Ouais.
Oh là là. Ah oui, Sparkler en salopette. Tu parlais du frère justement de E.G. C'est un peu l'événement fondateur de la relation à l'origine entre E.G. et Ruth, puisqu'elle, E.G. c'est sa sœur, il s'appelle Buddy. Et Ruth, c'est sa fiancée en gros. Et il va se passer quelque chose d'assez traumatisant. C'est la première mort d'homme de ce film, mais pour le coup, celle-là, je ne la souhaitais pas, puisque c'est vrai que c'est un personnage qu'on voit très rapidement, mais qui est très bien établi. On comprend tout de suite pourquoi il est extrêmement charmant et attachant. Et en fait, il est en train de draguer Ruth. Son chapeau s'envole et atterrit sur les rails du train. Et à ce moment-là, lui, il décide d'aller faire son petit malin et il récupère le chapeau, mais il prend bien son temps et il coince son pied entre les rails. Et à ce moment-là, évidemment, un train arrive et c'est atroce parce que là, il y a Ruth et la sœur de ce gars, la petite sœur, qui est vraiment enfant, qui doivent assister à la mort de ce jeune homme fauché par la vie. Par la vie, non. Fauché par un train. En pleine vie. Voilà. Je pense qu'il y a aussi un truc où j'ai un frère et donc dans ce genre de scène, je me projette un peu trop, mais j'ai trouvé ça vraiment traumatisant. Oui, je l'ai senti parce qu'en plus, moi, pour le coup, je trouve que la scène est triste, mais toi, t'es fille unique. Je suis unique, donc je m'en tape. Mais j'ai senti que toi, ça t'avait beaucoup touché. Non! Il va mourir. Oh non! Oh là 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 là. Elle a vu son frère se faire écraser là? Ouais. C'est horrible. Bon, ce qui est bien avec cette scène, c'est que ça t'a permis de te mettre au clair sur certains de tes principes quand même. Non, mais moi je veux que les hommes ils meurent quand ils sont méchants. Mais celui-là, il avait l'air gentil. D'ailleurs, je vais faire une petite parenthèse ici, justement, sur les morts d'hommes dans ce film. T'étais tellement focalisée, justement, sur les meurtres d'hommes que tu pensais même que Nini, donc la dame âgée qui est en EHPAD, quand elle parle de son fils qui était malade, elle parle de la mort de son fils et tu as pensé qu'elle avait peut-être tué aussi. I had him with me till he was 30. And then he went to sleep. Didn't wake up. Elle l'a pas tué, j'espère. Mais non. Sometimes Elle tue pas tous les hommes. see him again. C'est très étrange, tous ces hommes qui meurent autour de moi. Le truc, c'est qu'on comprend quand même assez vite, même si le film veut laisser planer un mystère, que c'est une narratrice à laquelle on ne peut pas faire confiance, qu'elle est en train de mentir en partie à Evelyn, et qu'elle est très malicieuse, et qu'elle a très probablement tué l'homme dont elle parle pendant tout le film. Donc, à ce moment-là, moi, je me dis, tout est envisageable. J'ai jamais vu ce film, pourquoi pas? Oui, tout à fait. C'est vrai que ce serait un peu hardcore. Ouais, vraiment. Pour en revenir à Ruth et E.G., ce qui va les unir, c'est plus qu'un trauma. Mm-hmm. C'est aussi une attirance. Et tu l'as très très vite... non, tu l'as pas si très très vite senti. Tu l'as vite senti quand même. Ça m'est revenu à un moment, en fait. Oui. J'espère qu'on va se mettre ensemble. Mais c'est pas... Attends, si? Non? Y a pas des lesbiennes dans ce film? C'est pas un film qui est très populaire auprès des lesbiennes? Ça t'est revenu là d'un coup? Ouais, c'est en ça. fait, t'as vu la chimie entre les deux et tu t'es dit « Ah !» Ouais, c'est ça, parce que quand même, je pense, voilà, comme on a travaillé à BuzzFeed aussi, je crois que j'avais lu pas mal de trucs sur ce film. Sûr. Et là, ouais, d'un coup, la connexion s'est faite dans mon cerveau. Et oui, parce que oui, il faudrait être aveugle ou être ma mère et ma grand-mère. Ça ne leur a jamais traversé l'esprit. C'est fou, en fait. Il y a des générations de femmes hétéros qui sont en plein déni sur tous les clins d'œil qu'on peut leur faire. Comme quoi, ça prouve que Hollywood est quand même très fort pour maquiller l'homosexualité quand ils en ont envie. Ça marche auprès de certaines personnes. Parce que c'est difficile quand même de masquer l'alchimie entre les deux, mais c'est juste deux très bonnes amies. La tension est palpable. Don't you want my honey? Got it just for you. Ah. Nous, ça flirtouille. Ouais, bon, c'est Lesboland. Trop bien. Qu'est-ce qui te fait dire tout ça quand tu regardes ces scènes? Elles se sont connues quand elles étaient assez jeunes et quand elles se retrouvent un petit peu plus âgées, on sent
une tension, une sorte de gêne en fait, comme si elles osaient pas se montrer qu'elles sont contentes de se retrouver. Et c'est le moment où je me suis dit, j'espère qu'elles vont finir ensemble, parce que tout de suite on sent qu'il y a une animosité en fait, un petit peu masquée entre elles. Ça pourrait s'expliquer, tu vois, enfin si t'es ma mère ou ma grand-mère, ça s'explique par le fait qu'elles ont vécu un événement hyper traumatisant autour de quelqu'un qu'elles ont perdu en commun, quoi. Oui, tout à fait. Et juste après ça, elles vont gambader dans les champs toutes les deux. Et Iggy décide de faire un cadeau à Ruth en plongeant son bras dans un nid d'abeilles pour récupérer du miel et ensuite faire goûter son miel à Ruth. Et là, tu te dis, bon... c'est quand même une conception de l'amitié, tu vois, assez intense, hein. C'est-à-dire que toi et moi, on se connaît depuis 12-13 ans. J'ai jamais mis mon bras dans un nid d'abeilles pour toi. Non, puis le symbolisme est un peu fort quand même aussi. Ouais, c'est ça. C'est un peu l'ancêtre de La vie d'Adèle aussi. A été là, t'aimes les huîtres? Moi, j'adore les huîtres. Sauf que là, c'est du miel. Et très clairement, en plus, quand on voit la manière dont Iggy est codé dans son attitude et ses choix vestimentaires de manière assez masculine, ça devient de plus en plus apparent. On comprend aussi que, Iggy s'est débarrassée du mari de Ruth, qu'elle a voulu la sauver et la protéger. C'est un mot qu'elle emploie souvent pour parler de leur relation. Elle dit qu'elle la protège. Donc ça devient très apparent. Et moi, ce que j'aime bien, c'est que j'ai cru comprendre que le film avait voulu amoindrir au maximum les signaux lesbiens de l'histoire. Et en même temps, j'ai l'impression que les deux actrices, au contraire, veulent renforcer au maximum les signaux lesbiens de l'histoire. Parce que elles, on a l'impression qu'elles sont toutes les deux d'accord pour jouer ces personnages comme des personnages de lesbiennes. Et du coup, ça me paraît assez évident, quoi. Tu le dis, en fait, le film assume pas totalement leur histoire. Et tu t'en es douté en le regardant. On est à Hollywood dans les années 90. Donc, et c'est un film grand public, entre guillemets. Put your foot up there. J'espère qu'on va faire crac-crac dans le train. C'est pas possible. Il y a quand même vraiment pas beaucoup de lesbiennes au cinéma de manière générale. T'en aurais entendu parler si elles avaient fait crac-crac. Oui, c'est ça. C'est vrai que franchement, des scènes de sexe entre femmes dans un film grand public, parce qu'il y en a dans des films un peu plus d'auteur, tout ça, mais déjà, il y en a pas beaucoup. Et alors, dans un film grand public avec Kathy Bates, oui, je pense que j'en aurais plus entendu parler. Dans le livre, il n'y a pas de scène de sexe, si je me trompe pas, mais elles sont clairement en couple. Donc, l'aspect d'histoire d'amour lesbien est beaucoup plus clair dans le livre que dans le film. Et je pense que c'est aussi l'influence des studios, évidemment. Après, je crois que dans le livre, c'est pas nécessairement explicite, mais c'est beaucoup plus clair, quoi. Et John Avnet, lui, a dit qu'en fait, il y a une scène où elles se battent avec de la nourriture, que pour lui... Elles se chamaillent, voilà. Mais elles se collent de la nourriture dessus et tout ça. Et pour lui, voilà. Et pour lui, en fait, c'était un peu une scène de sexe masquée, quoi. Enfin, c'est facile de dire ça, une scène... Oui, mais c'est vrai. Moi, je trouve qu'elle est sensuelle, cette scène. Exactement. Elle est très sensuelle et tout ça, mais c'est comme ça qu'il l'a pensé. En fait, elle était là pour occuper la place d'une scène de sexe, quoi. Ouais. Donc, c'est vrai qu'elle est sensuelle, mais après, bon, une scène de sexe, c'est une scène de sexe et, c'est pas la même chose une scène de sexe entre deux femmes et une scène où elles se battent avec de la nourriture, quoi. Oui, c'est codé et ça rappelle vraiment le code Hays qui était en vigueur beaucoup plus tôt à Hollywood, qui était un code de censure qui concernait la représentation de la sexualité à Hollywood, mais pas que. Vraiment, il y avait une liste de toutes les choses qu'il était interdit de montrer à l'écran et cette liste a été contournée par beaucoup de réalisateurs justement grâce à l'usage de symboles et de créativité. On avait recours à des symboles pour suggérer le sexe ou suggérer tout ce qui était considéré comme immoral dans l'industrie du cinéma. Et là, oui, c'est totalement, en fait, il y a des gros plans sur les doigts qui s'insèrent dans la farine ou les fruits. Elles ont les visages très près l'une de l'autre. Et on voit en fait un des amis masculins de Iggy qui le regarde un peu d'un mauvais œil, comme si lui sentait qu'il y avait un rapprochement pas naturel entre les deux et qu'il avait une réaction homophobe, en fait. Mais tout ça, ça n'est que de la suggestion. Et donc, clairement, ça peut passer totalement au-dessus de la tête d'un certain public. Et en même temps, si t'as le regard plus aguerri pour chercher ce genre de choses, tu vas le voir. T'as pensé quoi de la manière dont leur histoire est écrite? Et est-ce que tu comprends pourquoi ce film a un statut assez culte parmi les œuvres lesbiennes au cinéma? Honnêtement, c'est une très belle histoire d'amour, je trouve, parce que c'est une histoire qui, jusqu'à un certain développement, est très positive entre elles. Et honnêtement, c'est rare de belles histoires d'amour entre lesbiennes qui ne soient pas empêchées en permanence. C'est-à-dire que, pour le coup, comme c'est masqué par le film, il n'y a pas d'acte d'homophobie dans le film. C'est vraiment, elles vivent ensemble et elles sont heureuses
heureuses de vivre ensemble. Le problème, c'est que à la fin, Ruth meurt, et ça contribue au cliché dont on a déjà beaucoup parlé de Bury Your Gays, où évidemment, il faut qu'une histoire d'amour queer se termine dans la tragédie et par la mort d'un des deux personnages. Mais je comprends totalement pourquoi c'est culte, parce que c'est l'histoire d'une très belle relation, tout genre et toute orientation sexuelle confondue, je trouve. Ouais. Et il y a une scène, moi, que je trouve très belle, c'est la scène du procès, où justement, Idji est accusée d'avoir tué le mari de Ruth, et Ruth est appelée à la barre, et on lui demande pourquoi elle a quitté son mari pour aller s'installer avec une femme. Why did you leave with Idji Threadgood that day? Elle a un moment, Mary-Louise Parker est tellement géniale en plus dans cette scène, mais on voit les turbines dans sa tête. On la voit vraiment réfléchir à sa réponse et on la voit avoir la réalisation peut-être à ce moment-là ou la formulation dans sa tête du fait qu'elle aime Idji. Et elle répond « She's the best friend I ever had and I love her. » C'est ma meilleure amie et je l'aime, ce qui est très dommage parce qu'elle aurait juste pu répondre je l'aime et ça aurait fonctionné pour une amie comme pour une partenaire romantique. Mais ce moment, je le trouve très beau parce que c'est là que nous, on comprend aussi, c'est un moment qui est silencieux pour elle. Enfin, il y a vraiment un long silence avant qu'elle réponde. Mais du coup, nous, on peut combler le silence avec la réponse qu'on connaît. Et je trouve ça très, très beau. Et ce qui est marrant, c'est qu'il y a quelques jours, j'ai interviewé Rose Troche, qui est une cinéaste, une réalisatrice américaine lesbienne, très connue pour sa contribution à la représentation lesbienne à l'écran. Elle a réalisé un film qui s'appelle Go Fish et elle a aussi réalisé plusieurs épisodes de The L Word. Et elle m'a parlé naturellement de Beignets de tomates vertes dans la conversation. Ouais. Trop bien. Parce que je lui demandais justement où on en était dans la représentation lesbienne depuis son premier film qu'elle a fait il y a 30 ans. Et elle m'a parlé de Beignets de tomates vertes en disant franchement, on est une communauté qui se nourrit de miettes. On n'a vraiment pas grand-chose à se mettre sous la dent niveau représentation. Mais franchement, j'ai vu Beignets de tomates vertes des dizaines de fois et c'est suffisamment lesbien pour moi. Ça me va parfaitement. Et donc, j'ai trouvé ça très drôle parce que je venais de voir le film avec toi et c'est fou que naturellement, ce soit ça qu'elle m'a dit, quoi. Bon, t'as beaucoup souhaité la mort d'un homme. Tu voulais vraiment en voir un mourir de façon violente. Tu voulais un meurtre d'homme, vraiment. Oui, et d'un homme méchant, parce qu'il y en a un qui meurt violemment. Mais... Voilà. Et il y en a un, c'est Frank, tu l'as dit, c'est le mari de Ruth. En fait, elle passe un été avec Idji où elle se rapproche, elles font le truc du miel et tout ça, on comprend qu'elle développe des sentiments. Mais Ruth, à la fin de l'été, part pour aller épouser cet homme. Elle part en Géorgie, donc dans l'état voisin. Et ils sont sur une plantation, enfin on sent, le mec il a rien pour lui, il est littéralement membre du Ku Klux Klan, mais enfin dans ce film ils sont tous membres, tous les blancs sont membres du Ku Klux Klan. Oui. Et c'est lui qui va mourir. T'as pensé quoi de cette intrigue ? Ça m'a plu, j'aurais aimé qu'il meure plus. Qu'on le voit un peu plus mourir. Non, je trouve que c'est bien fait. Enfin, on le déteste à chaque fois qu'il est à l'écran et il représente vraiment une menace pour les deux femmes puisque Ruth tombe enceinte de lui et c'est à ce moment-là qu'elle décide de le quitter aussi. Et il revient une fois que l'enfant est né, en portant en plus la tenue du Ku Klux Klan. Il la menace et il lui dit qu'il va venir récupérer son enfant, qu'il a un droit de possession en fait sur elle et sur leur enfant. Et c'est à ce moment-là que il disparaît mystérieusement. Et je trouve que la satisfaction qu'on a en comprenant quel sort lui a été réservé est assez plaisante. Oui, et c'est devenu absolument culte. Je crois que c'est l'utilisation du cannibalisme la plus satisfaisante et grisante de l'histoire du cinéma. C'est-à-dire que c'est vraiment tout le monde est partant. C'est ça, vraiment bon enfant, quoi. Voilà, quand tu regardes ce film, j'ai jamais vu quiconque dire « Ah non, c'était allé trop loin ». Parce qu'on comprend, en fait, et tu l'as compris très vite, parce que bon, le film est pas hyper subtil dans ce moment, c'est-à-dire qu'il fait des gros plans, le lendemain de la mort du mec, de sa disparition, il fait des gros plans sur le pot de soupe et la viande qui est en train de griller sur le barbecue. Mec qui est Big Frank, c'est comme ça qu'il s'appelle. Big George. Big George. C'était Big quelque chose. En train de découper à la machette, avec un très gros couteau de boucher, une énorme pièce de viande. Voilà. Ouais. Bon, clairement, le mystère planait pas trop sur. Mais en même temps, je me disais, ils vont vraiment faire du barbecue avec le mec du Ku Klux Klan là. Genre, c'est vraiment ça qu'ils ont choisi de faire dans ce film. Et oui. Best damn barbecue in the state of Alabama. C'est sûr qu'ils ont mis Frank dedans. Parce qu'ils servent en plus le barbecue. Dans le livre, ils les servent aux enquêteurs. Là, c'est un seul, mais en fait, c'est que les enquêteurs qui bouffent Frank. Et à un moment, il y a une employée du café
qui est jouée par Cicely Tyson, qui s'appelle Sipsy, et qui est liée à cette histoire aussi, évidemment. Et quand l'inspecteur s'enflamme en disant que c'est vraiment trop trop bon, elle lui dit « The secret is in the sauce », le secret est dans la sauce. Et ça, c'était même la tagline du film, en fait, quand il est sorti au cinéma, donc ils en étaient très fiers. Hein. Et c'est vrai que c'est un moment, pour moi, les 2 moments les plus emblématiques de ce film, c'est la scène du parking et c'est la scène du barbecue. Enfin, c'est les trucs dont tu reparles après au niveau pop culture, outre leur histoire d'amour. C'est les moments les scènes cultes, quoi. Oui, c'est un très bon moment. Ouais, franchement, c'est satisfaisant, quoi. Même si j'avoue que, étant une grande amatrice de barbecue et de brisket, maintenant, je vais y penser à chaque fois que j'en mange et ça va peut-être un peu gâcher le plaisir. Non, je pense que tu t'en remettras, tu verras. Je vais me demander s'il y a un gros miso dans mon barbecue, quoi. C'est dans cette intrigue, d'ailleurs, qu'on retrouve donc le plus de personnages noirs. C'est un film qui se déroule dans l'Alabama. C'est un film qui sort tout droit des années 90 et qui se déroule donc dans l'Alabama en 1930, enfin dans les années 30, avant la déségrégation de l'Alabama. Et de toute façon, l'Alabama est toujours un État extrêmement raciste. Hein. Enfin, c'est toujours un État avec une des communautés noires les plus pauvres des États-Unis. Une des communautés blanches les plus conservatrices et les plus trumpistes des États-Unis. Et c'est un État qui est hanté par son histoire raciste. C'est-à-dire que quand il y a eu la déségrégation des universités en Alabama, c'est le gouverneur de l'Alabama qui est allé se planter devant les portes de l'université de l'Alabama pour empêcher l'entrée aux étudiants noirs. Les sororités de l'Alabama, qui sont vachement mises en avant tous les étés sur TikTok et parce qu'elles font des chorégraphies et tout ça, c'est qu'en 2013, je crois, qu'elles sont devenues mixtes et qu'elles ont accepté des candidates noires, quoi. Donc, c'est vraiment un État qui baigne dans une histoire très raciste et qui a toujours cette réalité aujourd'hui. Le film a une vision très années 90 des rapports raciaux, c'est-à-dire que les 2 héroïnes, donc dans les années 30, elles sont très proches et bienveillantes envers les Noirs qui évoluent autour d'elles, mais qui en fait sont leurs employés. Donc on a Big George, qui est l'employé DJ, qui vient d'une famille riche donc de l'Alabama, et on a Sipsy, qui est jouée donc par Cicely Tyson, et qui est la mère adoptive de Big George. Et donc c'est les 2 personnages noirs qui gravitent autour d'elle et dont l'histoire se limite entièrement à celle des 2 femmes pour lesquelles ils travaillent. On ne sait rien de leur personnalité. Tout ce qu'on sait, c'est qu'ils travaillent et qu'ils sont complètement dévoués à ces 2 femmes, quoi. T'as pensé quoi du traitement, justement, de ces questions dans le film ? Malheureusement, déjà, on a 2 personnages noirs qui sont uniquement là pour aider les personnages blancs, pour aussi les protéger. Et subir toute la violence, justement, que les personnages blanches ne vont pas subir. Il y a une scène de lynchage, quand même, où Big George est lynché à un moment où plein de mecs du Ku Klux Klan débarquent dans la ville. Et c'est un moment qui n'a vraiment pas de poids dans le film, qui est assez anecdotique et qui est principalement là pour motiver justement ou pour souligner la bonté des personnages blancs qui essayent de l'aider et qui sont terrifiés par le Ku Klux Klan. Mais lui, ses états d'âme sur le fait d'avoir vécu ce moment, on les voit pas trop. Il est un petit peu plus développé que Sipsy, mais c'est vrai que c'est un petit peu dommage. C'est des personnages qui sont attachants, mais qui sont écrits de manière assez réductrice et anecdotique. En fait, il faudrait un film qui soit concentré sur les personnages noirs, parce que sinon, le point de vue est nécessairement le point de vue aussi on peut s'imaginer qu'Idji, elle vient d'une famille d'anciens esclavagistes, elle vient d'une famille de toute évidence très riche de l'Alabama. Elle vit dans une magnifique maison de plantation. Hein. Donc, il y a tout un truc où, en fait, son point de vue, même si elle est très amie avec Big George et que c'est le seul à pouvoir l'approcher quand elle devient un peu sauvage après la mort de son frère, ça reste un rapport, c'est un peu le gentil noir, quoi. Enfin, c'est un truc qu'on a vu beaucoup même dans Autant n'emporte le vent, qui est quand même l'espèce de symbole ultime, justement, de ce sud esclavagiste idéalisé. Et qui a sa servante noire, qui est un peu la bonne noire un peu naïve, qui lui crie dessus ou des choses comme ça, mais qui est bien gentille et Big George, il a ce côté-là un peu aussi. C'est-à-dire qu'on l'entend jamais trop parler, il est serviable, il est gentil, mais on n'a pas l'impression qu'il est doué d'un
intellect ou des choses comme ça. Et oui, puis peut-être qu'il ferait autre chose de sa vie si c'était pas l'employé de la famille DJ, en fait. Non, mais c'est ça. Et c'est-à-dire que le film, en même temps, tu sens qu'il est plein de bons sentiments par rapport à ça, parce que c'est les années 90, mais qu'il n'y a pas du tout eu de questionnement ou de regard critique par rapport au traitement, justement, des personnages noirs dans cette histoire. C'est-à-dire on va montrer 2 personnages blancs hyper bienveillants et sympas, qui accueillent tout le monde. Elles accueillent les hobos. Il y a un personnage aussi d'alcoolique qui est un hobo, donc quelqu'un d'itinérant. C'était pendant la Grande Dépression, et dans le livre, c'est plus creusé. En fait, leur café devient un lieu... un refuge. Un refuge pour les hobos, donc pour les hommes qui marchent seuls pendant la Grande Dépression. Ça, c'est le truc qui m'a le plus ému dans le film. Ouais, moi aussi. C'est le moment où elles prennent soin de ce personnage toutes les deux, et aussi parce que ça souligne quelque chose justement sur leur couple, sur le fait qu'elles sont totalement alignées, c'est-à-dire que c'est d'abord Iggy qui le prend sous son aile, et dans la scène d'après, on voit Ruth faire la même chose, et on a vraiment l'impression que c'est quelque chose qui se consolide, le fait qu'elles sont extrêmement alignées au niveau de leurs valeurs. Et justement, pour un film sur un couple qui n'est jamais montré en tant que couple, j'ai trouvé ce moment-là très très beau. Je suis totalement d'accord, moi. Et je trouve que justement, au niveau de l'écriture, dans ces moments-là, c'est très bien. Mais en fait, l'utilisation des personnages noirs, par contre, pour les montrer comme bienveillantes et comme gentilles, tout ça, il y a un côté un peu facile, même très facile, et dérangeant, quoi, quand on connaît la réalité des rapports raciaux, et surtout en Alabama. En fait, c'est bâclé, et c'est d'autant plus regrettable que c'est un film qui a clairement l'ambition de raconter l'histoire de l'Amérique. C'est-à-dire qu'on les voit justement distribuer de la nourriture à plein de gens qui crèvent la dalle parce qu'on est pendant la Grande Dépression. Le fait de faire intervenir le Ku Klux Klan, c'est aussi très clairement une manière de raconter une grosse part de l'histoire américaine, mais c'est fait tellement à l'arrache que c'est vraiment pas respecter toute la gravité qui serait nécessaire dans cette histoire. Ouais, et tu sens que c'est pas du tout le sujet du film et que ça l'intéresse pas vraiment, quoi. Enfin, ils sont obligés de le mentionner parce que c'est l'Alabama dans ces années-là, mais qu'ils ont pas forcément envie. Et puis même, il y a un truc, Iggy, elle a un ami qui est un peu amoureux d'elle, tu parlais de lui tout à l'heure. Lui, il est membre du Ku Klux Klan aussi. Il est présenté comme quelqu'un de très sympathique, en fait. Oui. Et il est shérif aussi. Oui. Et en fait, en même temps, j'aime bien ce personnage parce que je trouve que c'est très malin d'avoir un personnage comme ça qui est ambivalent et on montre bien qu'il peut être sympathique et en même temps être un énorme raciste et une menace. Oui. Mais le film... il l'exploite pas comme ça. Ouais, voilà, exactement. Bon, l'histoire de Ruth et Iggy, elle se conclut, tu l'as dit tout à l'heure, par la mort de Ruth. Oui, et aussi le fils de Ruth qui perd son bras, se fait couper le bras sous le train, le fameux train. C'est Ruth. Mais oui. Putain, vie de merde jusqu'au bout, quoi. Ouais, c'est triste et c'est un peu dommage parce que honnêtement, je pense que le film aurait rien perdu à leur donner une fin heureuse. Ça veut pas dire qu'elle aurait pas pu mourir plus tard et que du coup, Nini, dans son récit, laisse entendre que Ruth est morte quand elles avaient toutes les deux 50 piges, tu vois. Je trouve que lui donner une mort aussi tragique et foudroyante alors qu'elle est jeune et qu'elle a vraiment pas vécu plein de choses heureuses dans sa vie, c'est vraiment très regrettable, même si ça colle totalement aux clichés et au traitement de beaucoup de personnages queer à Hollywood. Mais Iggy, elle est belle et bien vivante. Et plot twist, il se peut bien qu'il s'agisse de Nini elle-même. C'est jamais dit vraiment par le film, mais c'est fortement sous-entendu. Oui. Et tu avais vu le coup venir assez vite, parce que bon, il faut dire, sans vouloir diminuer ton intellect et tes pouvoirs de prédiction, c'est un peu un cliché du genre. C'est-à-dire la personne qui raconte, qui était en fait la personne dont l'histoire est racontée. Bah, c'est pareil dans The Notebook en plus, et comme on sent l'influence, enfin pas l'influence de The Notebook, mais comme le parallèle me semblait évident pendant tout le visionnage. Plus, je pense inverse, c'est-à-dire c'est l'influence de Benito Medvert. Ouais. Mais du coup, elle, c'est pas la vieille de la maison de retraite avec ses petites Converse et ses petites chaussettes fantaisie. La blonde, tu veux dire? Oui. Le film voudrait te faire croire tenir jusqu'à la fin en pensant que non. Mais bon, c'est un peu évident. Ouais. Okay. Voilà. Ça va, je me repère très bien là. C'est vrai que c'est vraiment cramé. Hein. De quoi? Oui, que c'est elle. Ouais. She drove all the way to Valdosta, Georgia to see how After a few years, sorry. L'autre lesbienne vraiment extra de ce film. Ce qui est intéressant, c'est que le film entretient le flou volontairement, c'est-à-dire qu'à la fin, c'est pas dit, on voit juste qu'il y a un pot de miel qui a été laissé sur la tombe de Ruth, et comme par hasard, Nini est juste à côté.
Le flou est aussi entretenu dans le livre. Mais bon, ça a l'air quand même assez clair que c'est elle. Et c'est comme ça que ça a été interprété à l'époque. Enfin, Roger Ebert, par exemple, avait bien aimé le film, mais sans plus, parce qu'il trouvait que c'était cliché, le côté quelqu'un qui a vécu cette histoire raconte cette histoire, mais tu ne le sais pas jusqu'à la fin. C'est quoi le moment le plus 90s du film, selon toi ? Les casquettes de Kathy Bates. Ouais. Les visières sans crâne. Comment ça s'appelle ? Des visières. Les visières. Littéralement. Et t'as un MVP ? Les visières de Kathy Bates. Aussi. Bah, parfait. C'était Ami. Merci Anaïs. Merci Marie. Et merci à vous toutes et tous de nous écouter fidèlement chaque semaine. La semaine prochaine, on va revoir, on l'a vu toutes les deux pour le coup, un peu comme Titanic, mais moins bien. Ouais, vraiment moins bien. On va s'infliger Forrest Gump. Si vous avez aimé cet épisode, vous pouvez nous laisser 5 étoiles et un petit commentaire où vous pouvez nous hyper auprès de tous vos amis. On se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Salut! Ami est un podcast d'Anaïs Bordage et Marie Telling, produit par Slate Podcast. Direction éditoriale Christophe Caron. Production éditoriale, prise de son et réalisation Aurélie Rodriguez. Pour un film qui s'appelle Beignets de tomates vertes, il n'y a pas énormément de gros plans sur la nourriture. Mais il y a un moment quand même où on les voit parce qu'elles sont au café et tout ça, donc on voit les choses qu'elles préparent et on a bien aimé. Fried green tomatoes. J'avais mes règles. Non, mais il y a des trucs qui ont l'air bons quand même. Les tartes, là, en plus, c'est la période, là, on est dans la période de Thanksgiving et tout. Ouais. T'étais pas hyper sûre de la période dans laquelle Iggy et Rose évoluent. Ah oui. Mais ça s'est vite clarifié. Du coup, c'est quoi la période C'était après la Grande Guerre, donc là, c'est les années 20, 30. Ouais, c'est après 29, en fait. Ouais. C'est bon, je le repère. Evelyne, dedans, elle prend des cours justement pour se reconnecter avec sa sexualité. T'as tout de suite compris ce qui allait être le principe du cours. Ça m'a fait beaucoup rire. Source Oh non, on se regardait la chatte. and our separateness. C'est un des plus grands signaux d'émancipation féministe dans la pop culture. C'est-à-dire qu'il y a aussi une scène comme ça dans Sex and the City. Je crois qu'il y a aussi une scène comme ça dans Pen 15. Enfin, en fait, c'est assez courant, le miroir et la chatte, dans des œuvres qui parlent de pouvoir féminin. Bah, c'est la clé d'ailleurs. Si vous vous sentez pas du tout empovoiré, prenez un miroir, regardez votre chatte et d'un coup, vous allez être émancipé. C'est comme ça que ça fonctionne.